Bonjour et bienvenue à ES Ça roule, notre tournée des entreprises d'économie sociale des Basses-Laurentides. Cette semaine... Alexandre, tu sais qu'on apprend tout au long de notre vie. C'est bien vrai. Bon, les entreprises qu'on va aller rencontrer aujourd'hui favorisent nos apprentissages. Ils nous élèvent, ils nous éduquent, ils nous ouvrent les portes du savoir et du savoir-être. Penses-tu qu'ils vont m'apprendre, moi, qu'est-ce que c'est comme dinosaure, celui-là? En tout cas, moi, je peux vraiment pas t'aider là-dessus. Non? Bon, on verra. Donc, on va aller rencontrer Stéphanie Labelle d'Évolution Langue. Mais tout d'abord, on va entrer en contact avec notre enfant intérieur, ici au CPE La Rose des Vents à Blainville. Vous êtes conseillère pédagogique ici au CPE La Rose des Vents. En quoi ça consiste, une conseillère pédagogique? Bien, en fait, le soutien pédagogique en centre de la petite enfance, on le voit beaucoup en milieu familial. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en soutien pédagogique, comme agente de soutien pédagogique et technique. Puis, depuis peu, je suis à l'installation. C'est beaucoup de l'accompagnement des éducatrices dans l'application de leur programme éducatif. Okay. Puis, il y a aussi tout l'aspect du dépistage des enfants qui ont des difficultés de développement. Donc, je les accompagne là-dedans, rencontrer les parents aussi quand on a des choses plus difficiles à leur expliquer. Puis, toute l'implantation des approches pédagogiques, là, pour les accompagner là-dedans. Là. OK. Puis qu'est-ce qui vous a attiré, vous, en CPE? Bien, moi, j'ai étudié en enseignement en adaptation scolaire. Okay. Et puis, ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'était l'intervention précoce. Commencer tôt. Puis maintenant, on a le slogan là, du ministère de la Santé et des Services sociaux, « Agir tôt ». Puis ça colle tout à fait à moi. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la petite enfance. Donc, agir tôt pour façonner des petits humains. Essayer, c'est ça, de prévenir aussi pour que, justement, dans les classes d'adaptation scolaire, on a peut-être moins d'enfants qui se dirigent là, qu'on puisse leur offrir un parcours éducatif harmonieux le plus possible. Ben oui. Puis, la création des centres de la petite enfance, c'est vraiment lié au mouvement de l'économie sociale ici au Québec. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les CPE ont été créés? Ça répondait à quel besoin des communautés? Auparavant, c'était les garderies populaires, parce qu'un centre de la petite enfance, c'est un organisme à but non lucratif. Les gens pensent souvent qu'on est un organisme public, mais c'est pas un organisme de l'État, c'est juste qu'on est un organisme privé à but non lucratif et subventionné à 100 %. Donc, on nous englobe dans la catégorie des employés de l'État, mais on est vraiment une entreprise privée. Et ça répondait aux besoins d'amener les femmes sur le marché du travail, que les femmes ne soient pas non plus, que leur carrière soit coupée parce qu'elles doivent rester à la maison. Donc, pour pouvoir permettre aux familles de continuer leur carrière, que ce soit l'homme ou la femme qui reste à la maison, nous, on leur offre un milieu éducatif qui va leur permettre d'aller travailler l'esprit tranquille. Donc, ici, à Blainville, c'était dans les années fin 90, en pleine explosion démographique. Et là, on avait vraiment un réel besoin pour le territoire ici là, de développer les centres de la petite enfance. Là, vous l'avez mentionné, les garderies, on a aussi les centres de la petite enfance. C'est des termes qu'on mélange un petit peu, mais c'est quoi qui distingue l'un de l'autre? En fait, on s'appelle toutes communément des garderies, mais le vrai terme pour nous, c'est le centre de la petite enfance parce qu'en 1997, c'était une décision qui a été prise au niveau provincial de créer un centre qui allait au-delà de juste la garde. Ils voulaient faire quelque chose de plus global. Ça s'est fait en partie. Puis les garderies, parallèlement à ça, ont continué aussi à exister. Donc, le CPE, un centre de la petite enfance, c'est complètement à but non lucratif, c'est complètement aussi subventionné, comme je viens de le dire, et c'est aussi géré par un conseil d'administration formé de parents. Et les garderies qu'on appelle maintenant les garderies privées, il y a deux sortes de garderies. Il y a des garderies subventionnées aussi, et il y a des garderies non subventionnées. Et eux ne sont pas gérés par des parents. Il y a un conseil de parents quand même, mais qui n'est pas décisionnel, qui est consultatif. Puis sur votre CA, c'est juste des parents? Nous, comme on est bureau coordonnateur, on a 6 parents de l'installation et 6 parents du milieu familial. On a une responsable de service de garde en milieu familial qui est sur le CA, puis on a un membre du personnel éducateur ici de l'installation qui est sur le CA, et on a un membre de la communauté.
Puis c'est quoi leurs implications à travers tout ça? Bien, eux, c'est les administrateurs. Donc, OK. en principe, c'est comme eux les patrons de notre directrice générale. La directrice générale, elle s'occupe de la gestion au quotidien de l'organisme, mais elle doit se rapporter au conseil d'administration. Ils ne font pas de petite gestion, mini-gestion, mais ils font plus l'administration, en gros, là, de l'organisme. D'accord. Surtout les finances, s'assurer de la saine gestion. Puis vous existez depuis 1999, si je ne me Oui. trompe pas. Qu'est-ce qui a évolué en 24 ans? Ça a commencé avec des responsables de services de garde en milieu familial qui ont su que ça existait maintenant, les centres de la petite enfance, qui ont décidé de se créer un centre de la petite enfance. Donc, on a commencé avec la garde en milieu familial. Et en 2001, déjà là, on avait plus de place. Et en 2002, on a développé l'installation ici. Donc, on est parti du milieu familial pour développer ensuite une installation, contrairement à beaucoup d'autres CPE qui ont commencé comme une garderie populaire qui a dû développer sa garde en milieu familial. Nous autres, on est partis de l'autre côté. Donc, ça a évolué beaucoup. Puis en 2002, on a eu cette installation-là qui a grossi aussi au fil des ans. On a eu comme 10 places de plus à un moment donné. OK. Et le bureau coordonnateur est arrivé aussi en 2006. Ça a façonné aussi, ça a amené du personnel de soutien en plus. Donc, notre installation a bénéficié de ça, d'avoir des conseillères pédagogiques, qu'on appelle des agentes de soutien pédagogique et technique, qui étaient aussi affiliées à l'organisme. Donc, on a comme plus de ressources, plus d'accompagnement pour nos éducatrices à l'installation aussi par le fait même. Et puis, est-ce que ça a suivi aussi, vous parliez d'un boom démographique à Blainville, oui. Est-ce que ça s'est continué aussi sur cette vingtaine d'années-là? Exactement. Ça a suivi et on a eu en 2013 l'octroi de places supplémentaires aussi pour développer d'autres installations. Malheureusement, par la suite, il y a eu des changements de gouvernement, on a eu des embûches. Notre deuxième installation est toujours en développement, ça fait 10 ans, mais ça s'en vient. On va avoir une autre installation qui va voir le jour sous peu, on espère dans la prochaine année. Mais c'est ça. Donc, on essaie de suivre l'évolution démographique. Là, l'évolution est plus à Mirabel. Fait que notre deuxième installation va être à Mirabel. D'accord. Mais la garde en milieu familial, ça continue. Là, on continue de développer. À chaque conseil d'administration, on a des nouvelles reconnaissances de responsables de services de garde. Merci beaucoup de nous avoir démystifié tout ça, la place des CPE dans nos communautés. Puis là, je crois que Geneviève va aller faire un petit tour de vos installations pour aller... de l'amener dans une visite guidée, c'est bien ça. Oui, c'est ça. On va aller voir un petit peu notre approche. On fait de l'éducation par la nature, donc on va aller voir ça un petit peu dans les locaux, à quoi ça ressemble. Génial. Bon, ben Geneviève, à toi. Merci Nathalie de nous accueillir dans les installations. Ça me fait plaisir. Vous êtes les bienvenus. On y va? Oui. On commence par les grands. Bonjour. Allô. Je m'en viens faire ma petite tournée, vous dire bonjour. Bonjour! Wow, ça bricole! Le matin, c'est tout doux, ça commence doucement. Chaque enfant fait ce qu'il a envie de faire, c'est libre. Oui. Surtout le matin, ça doit être apprécié parce que tout le monde, on aimerait ça pouvoir arriver dans le monde tranquillement, à son rythme. Oui. Allô? Ici, à la Pouponnière, l'intégration a commencé à la fin du mois d'août. Quand les enfants des 4-5 ans sont partis à l'école, on a intégré 10 nouveaux poupons. Donc, il y a des enfants qui sont arrivés fin août, mais il y en a qui avaient encore... Il n'y avait pas l'âge encore de quitter la Pouponnière. Donc, il y en a qui sont montés dans les groupes multi-âges et ça a fait de la place à la Pouponnière. Donc, il y a encore 1 ou 2 enfants qui viennent de commencer, là, puis on est en octobre. Tous les locaux, ils ont des fenêtres d'observation aussi, fait qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe, comment ils sont installés. Oh, il y a des fervents d'escalade oui, déjà. C'est ça. En fait, à la Pouponnière, on fait l'approche relationnelle aussi, une approche qui permet à l'enfant d'être libre et autonome. Ça suit, hein, la Pouponnière jusqu'aux 4-5 ans. Donc, les enfants peuvent monter dans le module de motricité, prennent le matériel et la période où l'éducatrice est vraiment en interaction, c'est vraiment dans les périodes des soins. Donc, comme là, on la voit en train de déposer un enfant pour le mettre dans son manteau, bien, elle lui dit, là, je te dépose, ou quand il y a un changement de couche, je vais changer ta couche, attention, c'est froid.
On parle à l'enfant dans la période des soins. Sinon, dans la période des jeux, l'adulte essaie de moins intervenir, de laisser l'enfant explorer par lui-même. C'est pour ça que l'aménagement de la pouponnière est fait comme ça, là. On essaie de mettre ça sécuritaire pour qu'il puisse explorer librement. Donc, il y a des petits coussins, il y a des petits tapis moelleux, il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place. Puis, dépendant de l'évolution aussi des enfants, s'ils sont plus... Comme il y en a un qui grimpait près de la fenêtre, là, s'ils sont plus habiles, bien là, on les laisse. C'est la prise de risque. On les laisse prendre une certaine part de risque. Oui, délicieuse incertitude qu'on dit dans notre programme éducatif. Est-ce que je suis capable ou je suis pas capable? Ah, si je suis pas capable, il va descendre ou il va se tenir autrement, mais il faut être là. Il faut juste être là à proximité pour s'assurer qu'il se fait pas mal. Le bien-être, ça vient du fait que je me sens en sécurité, on respecte mon rythme, on me laisse prendre des chances, il y a un partage de pouvoir entre l'adulte et l'enfant. Donc, c'est sûr que l'estime de soi, c'est à la base de tout ça. C'est valorisé dans tout ça parce que l'enfant sait qu'il est capable. On me fait confiance, donc c'est vrai, je suis capable, je le sens que je suis capable. Même à la pouponnière. C'est sûr qu'à la pouponnière, c'est un petit peu plus protégé, mais dans tous les groupes, c'est comme ça, là. Tout à l'heure, on parlait d'intégration. Ça peut prendre combien de temps à peu près, en général, une intégration assez harmonieuse, là, parce qu'on sait que le moment de quitter papa et maman, ça peut être vraiment vertigineux pour eux. Mais ça, c'est vraiment chaque enfant qui a son rythme là-dedans. Dans notre programme, d'ailleurs, on dit l'enfant est unique. Il y a des enfants que l'intégration peut prendre 2 semaines. Ça va bien. Puis il y a des enfants que ça peut être 1 mois. Même des fois, on voit 2 mois avant qu'il soit vraiment, vraiment bien dans son groupe, surtout à la pouponnière, parce que c'est la première fois qu'il va en service de garde structuré. Donc, ça peut prendre des fois au moins 1 mois. Puis, on commence doucement aussi au début à la pouponnière. Ils ne viennent pas nécessairement toute la journée complète. Des fois, ils sont une petite journée pour rester à la maison. On a un petit copain qui s'en vient nous voir, un petit curieux. Allô! Un beau sourire. Oui, c'est ça. Ben, lui, il est arrivé au mois d'août. Ça paraît aussi, là. Il est dans sa pouponnière, il est à l'aise. Il y en a d'autres qui viennent d'arriver, fait que c'est pas la même réaction. Et pour le parent aussi. Oui. Le parent aussi, il faut qu'il laisse son enfant. Donc ça aussi, c'est une étape importante. Il faut prendre soin de ce moment-là. Chaque parent a son rythme aussi pour laisser son enfant. Je vais montrer votre local à mes amis. Ici, c'est un groupe multi-âge, mais petit multi-âge. Puis on voit déjà que les installations sont différentes, sont adaptées. Oui. Tout est fait pour que l'imaginaire soit mis à contribution, que les enfants puissent se développer de cette façon-là. Oui, ça part d'eux. Comme je disais tout à l'heure, la pédagogie émergente, c'est que si on nommait qu'ils voulaient se faire un vaisseau spatial, bien le meuble il se transforme en vaisseau spatial parce que c'est eux. Wow! C'est un beau bébé que tu as? Il y a des petites lulus comme toi. Hein? Eh oui, c'est vrai! Vous avez la même On trouve important qu'ils sortent à l'extérieur le plus possible, le plus longtemps possible. Parce que les locaux, c'est leur lieu d'appartenance, mais en même temps, c'est quand même assez petit comme espace. On préconise le jeu extérieur, puis dans la forêt, le boisé en face. Bye, Lucie! Bye, bye! Oui, ça sent bon. Ici, c'est la cuisine. C'est un lieu très important parce qu'ici, c'est aussi les saines habitudes de vie. Donc, alimentation saine, le menu équilibré. On parlait tantôt du jeu extérieur, jouer dehors, l'activité physique, mais il y a aussi l'alimentation. Salut, Catherine! Bonjour! Ça, c'est la routine de préparation pour aller dehors. Les manteaux sont sur l'étage pour éviter qu'il y ait à aller s'habiller en même temps que les grands en bas. C'est quand même un mystère là, pour les parents parce que des fois, on a 1, 2, 3 enfants puis on trouve déjà que c'est quelque chose à sortir dehors puis toute la période de l'habillage. Plus est organisé, plus c'est structuré, plus ils savent où ils s'en vont, moins il y a de crises. Donc, tout est dans la routine, l'organisation. On s'assoit sur la ligne rouge, on met nos bottes en premier ou on choisit les éléments. Puis il y a toujours une recette rassurante, étape par étape, qui fait en sorte que... Puis c'est pas les bottes en premier, je viens de dire les bottes en premier, mais c'est le contraire. Les bottes en dernier. C'est ça. Donc, les enfants qui mettent leurs bottes, parce qu'ils aiment ça, mettre leurs bottes, fait qu'ils mettent leurs bottes en premier, bien là, ça marche pas. Fait qu'il y a une routine claire, une séquence, des trucs aussi pour s'habiller. Il faut être vraiment organisé. C'est ça le truc avec 8 enfants.
Oui, c'est ça. C'est vraiment une micro-société ici avec plein de petits êtres humains qui ont tellement de défis tout en même temps. Oui, oui, oui. Bonjour, Noémie. Bon invité, bonjour. Bonjour. Je vais visiter les locaux à mes amis. Bonjour. Ici, on a un groupe multi-âge, mais un petit peu plus vieux. Ils sont un petit peu plus vieux. On vous prend par surprise, hein? C'est pas les grands, 3 ans. C'est ça, les amis. Hein? On faisait une recette ici? Oui, hein? Comme on est en éducation par la nature, on intègre des éléments de la nature à l'intérieur de nos locaux. Donc, ici, les plantes sont permises. C'est sûr qu'il faut s'assurer qu'elles soient sécuritaires, que le pot ne soit pas trop lourd ou que ce soit bien ancré. Puis qu'il y a certaines plantes qui ne soient pas toxiques, s'ils sont à la portée des enfants. Les éléments de la nature peuvent être aussi, même si ce n'est pas des vrais, mais il y a des oiseaux qui sortent de leur cage. Puis en plus, le local il est collé sur un arbre, donc ils ont mis des graines d'oiseaux dans leurs fenêtres. Donc c'est ça aussi quand on dit on peut faire entrer la nature à l'intérieur des locaux aussi, de cette façon-là. Par le matériel aussi qui est proposé, on peut s'inventer toutes sortes de choses avec du matériel aussi qui n'est pas nécessairement en plastique, qui peut être détruit, faire quelque chose, inventer du tissu, toutes sortes de matériaux autre que le plastique. On essaye le plus possible, ce qui n'est pas facile de nos jours. Oui, puis c'est une belle façon d'éveiller les sens aussi. Oui, c'est ce que je comprends. Les textures, entendre les oiseaux, voir, goûter même. On peut sentir, goûter. Des fois, ils ramassent des cocottes. Ah, je veux goûter à la sève. Ah, c'est collant. Ah, ça goûte l'épinette. Il y a de tout, là. Bye-bye! Merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment une visite instructive. Peut-être un petit mot de la fin? Bien, en fait, j'aurais envie de vous dire que c'est la 2e édition de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs à la petite enfance. Donc, c'est au mois d'octobre. Alors, ça me permet de dire à tous qu'on est fiers que cette profession-là soit mise de l'avant puis que la population en général commence à connaître un petit peu c'est quoi, là, cette entreprise d'économie sociale qu'un CPE et le travail des éducatrices et des éducateurs qui est très important auprès des familles. Fait que merci à vous. Oui, puis merci à vous de votre travail essentiel à nos vies. Mélissa Saint-Jean, bonjour. Bonjour. Donc, tu es une des 3 femmes derrière Évolution. Comment est-ce que c'est parti, cette idée-là? Évolution, c'est parti à la base de Stéphanie et Geneviève, qui étaient les 2 enseignantes. Et puis, elles sont sorties du moule scolaire. Puis, on a décidé de créer un camp éducatif trilingue parce qu'elles se sont rendues compte en tant qu'enseignantes que les enfants, à l'automne, à la fin de l'été, avaient perdu la plupart de leur acquis. Donc, on a décidé de créer un camp éducatif à partir de cela et surtout que ça n'existait pas. OK. Est-ce que tu viens du monde de l'éducation, toi aussi? Moi, pas du tout, non. En administration des affaires. Donc, on se complète. On est un beau trio, 2 enseignantes et une gestionnaire. Puis pourquoi avoir choisi l'enseignement des langues en particulier? En particulier les langues parce que c'est vraiment primordial dans la société actuelle. Nous, on enseigne surtout en région parce que les enfants en région vont compétitionner avec ceux à Laval, Montréal qui sont déjà bilingues. Donc, l'anglais, c'est la langue des affaires. C'est important. On a une meilleure estime de soi, une meilleure personnalité quand on parle plusieurs langues, capable de se débrouiller en voyage, pour les études, le travail, la carrière. Vous avez une entité incorporée, puis vous avez aussi une entité OBNL. Comment est-ce que ça se distingue l'une de l'autre? À la base, on travaillait beaucoup avec les écoles, avec les villes en partenariat, avec nos camps de jour. Ensuite de ça, est venue la pandémie. C'est là qu'on a développé le service aux entreprises. OK. Donc, tous nos services étaient dans une même entreprise et tranquillement, pas vite, on a séparé les 2 pour faire un OBNL parce que travailler avec les villes, les écoles, c'est plus facile de créer des partenariats qu'on est un OBNL. Côté subvention en éducation, c'est beaucoup plus facile aussi à obtenir du financement en tant qu'OBNL. Et le service aux entreprises, on trouvait que ça avait pas de lien nécessairement avec les enfants, avec l'OBNL. Donc, on a séparé le tout. Mais tu mentionnes justement des subventions parce que des entreprises d'économie sociale ont accès à certaines subventions, mais doivent aussi se développer des revenus autonomes. Donc, pour vous, cette équation-là, comment ça s'est développé? Nous, en fait, c'est des camps éducatifs trilingues.
Les parents, dans le fond, paient pour que leurs enfants viennent au camp. On a quand même accès à des subventions à peu près pour 40 %. Donc, il y a 60 % de nos revenus qui sont générés par la vente, dans le fond, au camp. On a des subventions aussi pour offrir des places subventionnées à des enfants issus de milieux défavorisés. OK. Nous aussi, avec notre entreprise privée, le service aux entreprises, pour chaque heure de formation en entreprise, on remet 1 $ dans le fonds Avenir qui s'en va directement aux enfants issus de milieux défavorisés pour avoir accès à un camp comme le nôtre. Fait que dans le fond, vous vous mélangez pas trop entre l'un et l'autre. Les deux ont des services différents. Oui, c'est vraiment deux entreprises distinctes. Les deux ont un lien ensemble parce que les deux touchent l'éducation, principalement les langues. Mais l'OBNL, c'est vraiment les camps éducatifs trilingues, partenariat avec les villes, avec les écoles. Tandis que l'entreprise privée, c'est vraiment la francisation en entreprise et d'autres services en entreprise. Tu es une des pédagogues entrepreneurs qui fait aussi partie de Évolution. Donc, pour toi, ça a été quoi ton cheminement là-dedans? Bien, moi, je suis une enseignante de formation pour les enfants, les ados. J'étais en langue et je trouvais ça allait de soi de partir une école de langue et d'y aller avec la pédagogie que j'aurais toujours voulu avoir quand j'étais jeune. Est-ce que tu as aussi participé au développement de la pédagogie derrière les camps ou ce que vous offrez aussi auprès des entreprises? Exactement, parce que Geneviève et moi, on vient les deux du corps professoral, on se trouvait que l'été, bien, les parents n'ont pas le temps de dire « Hey, on va aller découvrir l'Australie », ils travaillent. On s'est dit, on va partir un beau camp de jour sécuritaire avec des enseignants ou des personnes qui étudient pour être justement enseignants. Fait qu'on s'est dit, on part avec la belle idée, on a parti un beau camp de jour, vraiment course autour du monde, et on a rajouté des langues à l'intérieur, de l'anglais et de l'espagnol également. Puis ces jeunes-là, ils apprennent ces langues-là plus en mode conversation ou c'est pour les intéresser aux langues et différentes cultures? C'est pour les intéresser parce que c'est une initiation. Okay. Vraiment, c'est une course autour du monde. Ils découvrent 2 pays par semaine et là-dedans, ils vont avoir des expériences scientifiques, des recettes culinaires du pays. On va avoir des invités qui viennent aussi. Juste pour l'Australie, un musicien qui fait du didgeridoo, le grand tube. Là. Mm-hmm. Donc, on veut vraiment qu'ils vivent une expérience qu'on est dans un autre pays. Et on intègre environ 15 heures d'anglais puis 15 heures d'espagnol chaque semaine. OK. Ouais. Ça te permettait de voyager toi aussi, dans le fond. Ben oui, c'est certain. Ouais. Fait que dans le fond, avec cette pédagogie-là, est-ce que les jeunes qui participent au camp, ils ont l'impression d'aller à l'école pareil l'été, en mode apprentissage? Vraiment pas. Ils sont vraiment... Hey, on a un petit passeport le lundi matin, on le remplit en espagnol, en anglais, et vraiment, on découvre le pays. Le matin, souvent, ça va être, mettons, un pays hispanophone, et l'après-midi, un pays anglophone. Donc, c'est sûr que durant la journée, ils vont visiter 2 pays, puis ils vont avoir eu la chance d'être sensibilisés à l'espagnol et à l'anglais. Puis des jeunes qui ont passé à travers le camp, avez-vous des fois des échos d'eux une fois plus tard quand ils ont continué leur parcours scolaire? Bien, je vous dirais, quand ils arrivent en septembre, « Ah, l'anglais sont plus confiants. Hey, j'en ai eu cet été. Ah, ouais, où ça? Bien, j'en avais dans mon camp de jour Évolution. Et l'espagnol, bien là, hey, j'ai appris des mots d'espagnol. Fait que là, il impressionne les amis. Donc, oui, c'est vraiment de le faire découvrir des pays, des langues. Puis ça leur fait faire une ouverture sur le monde. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de voyager, surtout depuis la COVID, bien, les enfants, bien, c'est un beau plus pour eux l'été. Ah oui, absolument. Puis sinon, votre volet entreprise aussi qui diffère des camps. Oui. Oui, c'est ça. Là, on passe des tout-petits aux plus grands. Nous, on avait vu qu'il y avait un besoin en francisation, en anglais des affaires, depuis surtout la COVID. Et en francisation, c'est parce que les entreprises se tournent vers la main-d'œuvre immigrante. Mm-hmm. Il manque des employés. Et un petit défi, le français. Donc, nous, on a une belle équipe de formateurs. Ils se rendent sur place. Ils vont donner des cours de français dans une salle, ça peut être une cafétéria, un bureau. Mais après ça, le formateur va avec lui à son poste. Donc, s'il est au service à l'auto, accessoire rapide, ça va être le jargon, le vocabulaire, ce qu'il y a à faire. Dans une usine, même chose. S'il est rembourreur, bien, le prof va avec lui. OK, comment il parle avec les autres collègues? C'est quoi les termes qu'il va utiliser? Puis, quand son directeur des opérations, il comprend-tu qu'est-ce qu'il dit? Donc, le formateur va être comme le pont entre les deux, puis ça rassure aussi l'apprenant. Merci beaucoup, Stéphanie. On va passer à Geneviève qui se prête au jeu de la francisation, justement. On va aller voir ça.
Bonjour Lauriane, bonjour Svetlana. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans votre cours de francisation. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui, Lauriane? En fait, aujourd'hui, on va faire un exercice de compréhension, une sorte de compréhension orale. Donc, Svetlana aura des petites questions à répondre qui sont déjà écrites. Et toi et moi, on va lire un dialogue. En fait, on va avoir deux sortes de dialogues. Un dialogue un peu plus formel pour son travail, qui va l'aider lorsqu'elle prend des téléphones ou des conversations. Et un autre dialogue qui est un peu plus style québécois. Bien sûr, on ne lira pas trop rapidement, d'accord, pour faire en sorte qu'elle puisse comprendre. S'il le faut, on pourra répéter le dialogue 2 fois. Si elle sent qu'elle est correcte, qu'elle n'a pas besoin, c'est elle, en fait, qui va nous dire si elle ressent le besoin qu'on répète. D'accord? OK. Au revoir et passez une bonne journée. Est-ce qu'on doit répéter? Oui, s'il vous D'accord. plaît. OK. Qu'est-ce qu'on a observé, là, dans le fond? Sur quoi on s'est penché? Comment ces exercices-là se transposent bien dans la vie de tous les jours? En fait, le premier dialogue était un dialogue beaucoup plus formel, dans le sens de un peu plus pour son utilité au niveau de travail. Parce que Svetlana, ce qu'elle m'a dit souvent, c'est que parfois son blocage, c'est au niveau de la communication avec les clients. Oui, Donc, c'est vrai. de faire un exercice comme ça peut lui donner des outils, des phrases déjà toutes faites. C'est vraiment ça le but de cet exercice, parce que par la suite, elle va avoir ces feuilles-là. Et le but du québécois, en fait, c'est de l'amener à s'habituer un petit peu à l'accent québécois. Lauriane, est-ce que tu dirais que c'est une approche holistique, justement, avec les entreprises aussi? Ben oui, en fait, parce que souvent, chaque entreprise va être différente. Donc, on doit s'ajuster aussi avec l'apprenant, on doit s'ajuster à leur niveau. On ne peut pas arriver avec un plan déjà préétabli et dire on va faire ça, 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 ça. Oui, on va avoir un plan, mais on doit s'adapter aussi avec leurs besoins dans leur emploi. Donc, si l'important, c'est que ces gens-là comprennent certains termes pour bien fonctionner, bien, on va commencer par ça. Et par la suite, on va aller tout en cherchant à améliorer leur niveau. Mais c'est ça, ça ne sera pas comme ça. Puis, ça dépend aussi de la volonté de chaque, là. On y va avec des activités, avec de l'amusement, du plaisir. Donc, c'est ça qui est important pour faire en sorte que ça ne soit pas une corvée d'apprendre le français. Hein? Parce qu'on le sait tous, le français, c'est très difficile. Oui, puis ça doit être très exigeant de... Beaucoup d'exceptions en Oui, français. il y a beaucoup d'exceptions en français. Chaque fois, professeur Laurent, ah, c'est tout exception petite. C'est l'exception. Oh, pourquoi? Merci de nous avoir suivis dans nos visites. Geneviève, cette fois-ci, qu'est-ce que tu as appris? Tellement de choses. C'est fou à quel point la vie peut nous offrir toutes sortes de défis qu'on n'avait pas prévus. Comme par exemple, tu es là, tranquille, dans ta petite salle multi-âge, tu roules ta petite pâte à modeler, puis pouf, dans un autre âge de la vie, tu es amené à apprendre une nouvelle langue pour découvrir un nouveau pays. Ben oui. Puis le plus magnifique là-dedans, c'est que les entreprises d'économie sociale, à travers leurs différents services, ben, ils peuvent nous accompagner là-dedans. Merci, les entreprises d'économie sociale. Et merci à vous. On se revoit très bientôt. Thank you.